Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Toutes les 3 semaines, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Et puis cela n'empêche ni l'humour, ni le sourire. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous emmène en Suisse, près du lac de Neuchâtel, dans un endroit magnifique en pleine nature, pour rencontrer la vétérinaire ostéopathe animalière, Dr Marina von Allmen-Balmelli. Elle est auteure de 2 livres sur le deuil animalier, l'un en français qui s'appelle « Quand l'animal s'en va » et l'autre en italien « Quattro zampe nella tomba e poi ». Elle a également organisé des cercles de parole pour les personnes endeuillées d'un animal. Bonjour Dr von Allmen. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer dans votre cabinet qui est assez atypique, je dois dire. On est dans un chalet. Il y a des photos de nature, d'animaux. Il y a un poêle avec un feu de bois. Et donc ici, vous ne pratiquez que l'ostéopathie pour animaux, hein, c'est bien ça? Alors en fait, au début, quand j'ai fait la formation en ostéopathie, je me suis rendu compte pendant la formation que c'était quasiment, en tout cas pour moi, impossible de faire les 2 choses à la même place. Il faut savoir que le cabinet vétérinaire qu'on avait, puisque je ne lui suis plus, à Neuchâtel, 80 mètres carrés pour 10 personnes qui travaillent dedans avec des téléphones en permanence, c'est juste pas un cadre où on peut faire des consultations qui prennent 3/4 d'heure, 1 heure de temps, où il est important d'être dans une bulle avec l'animal et le propriétaire sans être dérangé par des bruits ou des personnes qui viennent poser des questions. Donc j'ai tout de suite vu que c'était pas possible de faire au même endroit. En 2011, j'ai eu la grande révélation que j'en avais vraiment marre de faire l'allopathie. Je voulais plus ça, j'avais envie de faire que de l'ostéopathie. Donc depuis 2011, je ne fais plus que ça. C'est un endroit qui est très calme, qui est absolument pas agressif et j'imagine que les animaux s'y sentent très bien. Alors ça, c'était aussi très important, c'était pas seulement pour le fait d'être dérangé, mais il est quand même vrai que très souvent les animaux ont peur quand ils vont chez le vétérinaire. Heureusement pas tous, parce que sinon les vétérinaires seraient vraiment désespérés, mais il y a beaucoup d'animaux qui tremblent, qui se débattent, qui veulent partir et tout ça. Et moi j'ai vite vu qu'en ostéopathie, c'était pas du tout la même chose. Donc ici, je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de piqûres, je n'ai rien. C'est pour 2 raisons. D'une part, pour que les animaux sentent que c'est un endroit sympa où on leur fera jamais du mal. Et puis d'un autre côté aussi, pour des raisons déontologiques vis-à-vis de mes collègues, pour dire, ben voilà, moi je fais que ça. Donc du coup, l'animal ne sent pas l'odeur d'autres animaux qui ont eu peur avant lui. Alors, la première fois, il est peut-être un peu intrigué parce qu'il y a quand même des odeurs d'animaux, mais pas d'animaux stressés. Et puis, une fois qu'ils connaissent, ils tirent pour venir chez moi. Ah, c'est que ça doit leur faire du bien. Alors justement, ces animaux de compagnie sont très nombreux hein, dans nos vies modernes. On pense spontanément aux chats et aux chiens, mais il y a aussi les chevaux, les oiseaux, les rongeurs, voire même les reptiles. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel rôle ils jouent dans nos vies ? Alors, ils jouent beaucoup de rôles. Ils ont d'une part le rôle de compagnie, surtout pour des gens qui sont seuls, mais pas que. Même dans une famille, il y a très souvent la présence d'animaux de compagnie qui peuvent avoir aussi un rôle éducateur jusqu'à un certain point pour les enfants, soit juste en donnant l'exemple ou parce qu'il faut apprendre à prendre soin, à faire attention, à ne pas molester, à respecter l'autre, à apprendre à connaître son langage qui est différent. Les animaux de compagnie, quand il y a des enfants, ils deviennent aussi leurs confidents, leurs amis. D'autre part, une chose qu'on sous-estime des fois, c'est le côté valorisant d'avoir un animal de compagnie. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes parti travailler toute la journée, puis vous rentrez en fin d'après-midi chez vous. En admettant que vous ayez une famille où l'harmonie règne jour et nuit, tout le monde est vraiment s'aime et s'adore,
Vous arrivez à la maison, il y a votre conjoint qui est en train de peut-être faire la cuisine, un des enfants qui fait des devoirs, un autre qui est en train de regarder la télévision. Enfin, ils ont tous leur occupation. Même s'ils sont très contents de vous voir arriver, ils vont à peine lever la tête de leur activité, puis lancer un tcho, et puis c'est tout. Vous avez un chien, il va venir vous faire la fête, il vous saute dessus, il jappe de contentement. Le chat vient se frotter contre vos jambes, le Kobe au fond de sa cage, il fait ses ouin, ouin, ouin. Enfin, vous vous sentez accueilli, aimé et vous comptez pour quelqu'un. Donc, c'est extrêmement valorisant. Oui, c'est de l'amour inconditionnel. Alors ça, on rêve tous de cet amour inconditionnel. Alors la grande question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il est normal d'avoir de la peine, voire même une peine inconsolable, lorsque notre animal meurt? Alors, je dirais, c'est absolument normal et en même temps, c'est pas forcément encore admis. Donc, c'est normal pourquoi? Parce qu'on a créé une relation. Et en plus de ça, cette relation, elle n'est pas à sens unique. C'est une relation qui se tisse depuis les deux côtés. L'animal tisse sa part et puis le propriétaire la sienne. Plus cette relation est forte, plus il y aura, au moment où l'animal décède, qu'il n'est plus là, plus il y aura de manque, il y aura de plus jamais, il y aura de vide. Par contre, ce n'est encore aujourd'hui pas forcément admis, accepté d'être triste pour un animal. Il y a très souvent des personnes qui sont confrontées à des amis, des gens de la famille, des voisins, des collègues de travail, voire même certains psychologues qui vont leur dire « Oui, mais enfin, c'était qu'un animal, vous exagérez ». Ou alors, surtout du côté psy, d'aller chercher « Mais alors, si vous souffrez autant que ça, c'est certainement qu'il y a eu un deuil précédent pour une personne que vous n'avez pas fait jusqu'au bout, et puis ça réveille ça ». C'est pas nécessaire, ça peut arriver bien sûr, mais c'est pas nécessaire. Il y a juste une situation normale où on est triste parce que un compagnon, un ami fidèle n'est plus là. Et aussi une autre chose qui souligne le fait que c'est pas si facile et pas autant accepté, c'est que dans les témoignages de lecteurs que j'ai reçus à la sortie de mon livre, il y en a beaucoup qui me remerciaient de leur donner leur droit d'être triste. Alors on va y revenir, on va explorer ce deuil durant cette conversation, mais j'aimerais revenir sur le fait que vous avez toujours pris le parti de parler très tôt de la future mort de l'animal de compagnie. Quand j'étais encore dans le cabinet d'allopathie avec mon mari, on avait des feuilles d'information pour nos clients sur un tas de sujets, par exemple, comment on s'occupe d'un chiot, d'un chaton, d'un lapro quand il arrive dans la famille, quels sont les vaccins à faire, les vermifuges, enfin toutes ces choses-là. Et j'avais volontairement introduit qu'à la fin de cette feuille d'info sur le jeûne, il y ait un petit paragraphe déjà qui parle de la mort, de la fin de vie, des maladies graves, parce que je trouvais que c'était justement important d'y penser dès le départ. Ça peut arriver que un chiot, un chaton ou un lapro ou un oiseau ou n'importe quel animal peut mourir dans les premiers jours de vie, dans les premières semaines ou mois de vie. Et si on n'y pense pas, parce qu'on se dit oui, oh, ce sujet-là, ce sera pour dans longtemps, quand il sera très 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 vieux, je préfère ne pas y penser, parce que comme ça, certains, ils ont même l'impression que s'ils y pensent, ils vont attirer le mal. Eh bien, si tout à coup, on est dans cette situation que c'est un chiot qui se fait renverser par une voiture, qu'il y a une malformation d'un animal qui n'a pas été reconnu au début parce que ça ne créait pas de problème, et tout à coup dans la vie active, ça apparaît, je ne sais pas, par exemple une malformation cardiaque, un virus, des choses comme ça, c'est la météorite qui leur tombe sur la tête parce qu'ils n'y ont jamais pensé. Alors c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'on y parle dès le départ, dans le sens que si on y est préparé, ça va quand même être plus facile à traverser que si on n'y pense pas du tout. Puis là, moi, j'avais créé un petit fascicule de quelques pages que j'avais intitulé « Mort, euthanasie, deuil ». Ça, c'était écrit en grandes lettres sur la première page. Et ce fascicule, il trônait sur la table de la réception. Donc, c'était vraiment presque la première chose qu'on voyait en entrant dans le cabinet. Contrairement à toutes les autres feuilles d'infos que les gens feuilletaient distraitement, ceux-là, ils partaient comme des petits pains. Les gens étaient attirés par ça. Je pense à cause du titre qui osait les mots. C'était vraiment mort, euthanasie, deuil. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin de parler de ces thématiques.
C'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de penser à la mort de son animal de compagnie, qui plus est quand il est tout petit. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais faire cet épisode sur le deuil animalier, parce que c'est un deuil mal connu, qui est le plus souvent sous-estimé, voire même carrément moqué. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Quelqu'un qui n'a jamais eu un animal, ou même quelqu'un qui en a eu, mais dans une relation un peu, j'appelle ça une union libre. Voilà, oui, j'ai un chien parce que ça me permet d'aller me balader dans la forêt, mais c'est un chien, pas plus. J'ai eu des personnes, quand le livre est sorti, qui m'ont dit, mais enfin, quand un chien il meurt, ben on en prend un autre. Et pourtant, ils aimaient beaucoup le leur, hein, mais à un autre niveau et d'une autre façon. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et puis ceux qui n'ont pas, ils ne se rendent pas compte ce que ça veut dire. Puis ils disent, mais enfin quand même, c'est vrai. Il y a des gens qui meurent de faim, et des gens qui n'ont pas des hôpitaux pour soigner les personnes. Et ici, on a des cliniques de luxe pour soigner des petits chiens, des petits chats. Ça peut paraître extrême. En même temps, par rapport à ce qu'on vit ici, du moment qu'on a ces animaux chez nous, ben, c'est aussi de notre devoir de leur offrir un maximum de soins, avec tout ce qu'ils nous donnent, qu'on leur donne aussi quelque chose. Alors pour la personne qui a un animal de compagnie, ou même plusieurs, avec lequel ou lesquels elle a développé une relation d'affection, l'animal meurt. Là, il y a un processus de deuil qui va s'amorcer. Est-ce que c'est le même que celui qu'on traverse quand on perd un être cher, un membre de sa famille ou un proche? Alors le processus est exactement le même, mais il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a ces phases qui sont connues. On commence par le déni, enfin le choc, le déni, après ça il y a la colère, il y a la culpabilité, etc. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Chacun vit son deuil individuel. Certaines personnes, on pourrait presque avoir l'impression qu'ils ont déjà surmonté tout ça, et c'est tout à coup un contre-coup, 3 mois plus tard, qui les met au tout début de leur parcours, ou vice-versa. De toute façon, les étapes, en plus, elles viennent par vagues, ou comme des spirales, donc on peut très bien passer les différentes phases à plusieurs reprises. Le déni, par exemple, il peut se passer bien avant le deuil. Ça peut être au moment où on annonce une maladie grave. On dit, bah, votre animal ne va plus vivre longtemps. Et c'est là que les gens sont dans un déni. Et puis quand ils ont dépassé celui-là, bah, le jour où l'animal meurt, bah, ils n'ont peut-être plus besoin de cette étape. Elle a déjà été traversée. Et la colère, par exemple, c'est assez logique qu'elle soit là au départ, parce que on est dans non mais c'est pas possible que ce soit arrivé, et puis c'est arrivé à cause de celui-là qui a pas fait bien, puis l'autre, et puis le sort, et puis Dieu, et je ne sais pas quoi. Mais on pourrait aussi imaginer que chez certaines personnes, il n'y a pas de colère du tout, et puis que tout à coup, mais des années après, ils se disent mais enfin, mais maintenant que j'y pense, mais c'est scandaleux comment ça s'est passé, puis que c'est seulement là que la colère est sorte. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention à trop schématiser. Oui, c'est vrai, le vécu est vraiment propre à chacun. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est différent aussi de par les circonstances de la mort? Par exemple, entre une maladie longue et une mort fulgurante dans un accident, par exemple. Alors la différence, c'est que si c'est une maladie chronique, quelque part on prend conscience par petites doses qu'à un moment donné, elle va peut-être ou probablement ou sûrement amener à la mort. Donc ça permet de s'y préparer. Et puis de voir aussi, de suivre l'animal au jour le jour, de voir comment son déclin qui est plutôt lent, donc c'est pas quelque chose de hyper traumatisant, mais qu'on peut quand même observer. Et puis déjà de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, est-ce que je vais dire stop, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait une meilleure qualité de vie, euh, trouver peut-être aussi du soutien, se préparer, d'avoir ce fameux réseau qui pourra nous entourer. On a du temps à disposition. En même temps, ça peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire que ça fait des années où on pense tout le temps à cette échéance, et puis suivant la personnalité de la personne, son vécu, ses croyances, sa vision du monde, elle peut en faire un drame permanent aussi. Et à ce moment-là, ça peut être presque plus dur que si c'est quelque chose de fulgurant, comme vous disiez avant. Et dans le fulgurant, bah, ce qui est fou, c'est que en général, les gens ne sont absolument pas préparés, surtout quand c'est un jeune animal.
Pour ça que ce que j'essaye de transmettre, c'est aussi ce fait que toute vie peut s'arrêter d'une seconde à l'autre et qu'en fait, en sachant ça, il ne s'agit pas d'être toute la journée en souci parce que ça pourrait être le dernier jour, mais plutôt de se dire, je profite de chaque instant qui m'est donné pour que ça, au moins, je l'ai vécu, que ça a été fait, qu'on ait partagé ça. C'est aussi remplir son coffre à trésors des souvenirs. Ah, quelle jolie expression, remplir son coffre à trésors de souvenirs. Je la connaissais pas, merci, je pense que je la réutiliserai. Et donc pour poursuivre notre discussion, je pense qu'on ne peut pas aborder le sujet du deuil animalier sans évidemment parler d'euthanasie. Alors là, c'est extrêmement important de savoir pourquoi, comment ça a été décidé. Si vous avez un animal qui est en grande souffrance, que ce soit pour une longue maladie ou pour quelque chose d'un accident où il n'est pas mort, mais il est vraiment très mal en point, c'est plus facile, avec des gros guillemets, de se décider pour l'euthanasie que dans certains cas où l'animal finalement va encore pas si mal que ça, mais que ce sont les circonstances qui font que ce n'est plus possible. Des grands exemples, c'est des animaux qui n'arrivent plus bien à se déplacer, mais qui vivent par exemple dans un 3e étage avec une personne qui ne peut pas les porter. Vous avez un chien de 40 kilos, vous voulez faire comment quand ça ne va plus? Puis ça fait que certaines fois, il faut prendre cette décision quand, au fond, si l'animal vivait dans un autre contexte, ce serait encore possible. Et ça, c'est extrêmement dur, pour tout le monde, hein, pour tous les protagonistes, autant pour le propriétaire que pour le vétérinaire que pour l'animal lui-même. Et alors quand dans une famille, il y a des enfants et qu'il y a une décision d'euthanasier, est-ce que les enfants peuvent être présents? Un enfant peut tout à fait être présent, mais il faut lui demander. On ne va pas le lui imposer parce que ça peut être trop dur pour lui. Mais l'empêcher, de lui interdire, ça peut aussi être très dur parce qu'il va s'imaginer des scènes atroces, surtout s'il a des copains de classe qui lui racontent des horreurs, il va imaginer ça, alors que s'il peut assister, il voit que c'est pas si terrible que ça. Donc on lui demande à l'avance s'il veut être là ou pas, et toujours que ce soit clair pour lui qu'il a jusqu'au dernier moment la possibilité de changer d'avis. Je veux être là, ah non, non, je sors, tu sors. Ah non, non, je ne veux pas être là. Je peux quand même venir, oui. C'est pas ce qui est malheureusement souvent le cas dans certaines familles. C'est mais maintenant, tu as décidé que c'est comme ça, donc c'est comme ça, t'assumes. Non, c'est trop dur. C'est vraiment sur le moment. Et justement, lui demander quels sont les rituels que lui pourrait imaginer. Il a peut-être envie de chanter une chanson, de faire un morceau de musique, si c'est quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, créer un album de photos, créer un album où il met des poèmes s'il est plus grand. Il y a X possibilités. Il faut vraiment laisser la fantaisie et son cœur, son intuition créer des choses. Plus c'est créatif, plus ça va aider. On sait que les enfants ont moins de soucis que les adultes avec la mort. Néanmoins, il est recommandé de ne pas cacher les choses et d'expliquer ce qui se passe. L'idéal, ce serait que du moment qu'on a un animal, on prépare à l'enfant qu'un jour peut-être il ne sera plus là. Le maître mot, c'est dire la vérité. C'est vraiment hyper important. C'est important pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe. C'est important aussi pour la relation familiale entre les parents et les enfants. Parce que si je dis la vérité à mon enfant, ça veut dire qu'il peut avoir confiance en moi. Si je lui casse des choses, il ne va pas pouvoir avoir entièrement confiance. Mais à ce moment-là, moi, je ne peux pas non plus prétendre que lui, il me dise tout. Et du coup, je ne peux pas non plus avoir confiance en lui. Donc la confiance réciproque, elle est quand même basée sur le fait qu'on se dit les choses. Alors, bien sûr que chaque âge est un petit peu différent. On ne va pas pouvoir faire les mêmes explications à un enfant de 2 ans qui des fois le prend très très mal. Parce que moi, je me souviens que j'avais euthanasié mon berger allemand et puis que tous les enfants étaient là parce qu'ils voulaient assister, voulaient être présents. Suite 2 ans, il m'a dit pendant un moment, tu as tué notre chien. Alors que les autres, ils avaient compris tout le processus d'animal qui était malade. Ils avaient plus vu sa souffrance et ils comprenaient l'acte d'euthanasie comme un soulagement des souffrances, une fin des souffrances. Et pour poursuivre sur la confiance dont vous parlez, c'est aussi l'occasion de partager et montrer ses émotions. Si je suis triste, je lui dis que je suis triste. Si je suis en colère, je suis en colère. Et ça leur permet aussi plus tard de s'autoriser eux-mêmes à avoir des émotions et à pouvoir les exprimer.
peut leur apprendre que ça ne s'exprime pas de manière violente, etc. Mais on a le droit d'être en colère, ça fait partie de la vie. Et ce qui peut souvent aider avec les enfants, c'est de leur faire dessiner des choses, surtout aux petits. Dessine-moi ce que tu ressens maintenant. Parce que des fois, ils n'ont pas envie d'en parler, ou nous, on ne sait pas comment lancer la conversation. Parce que peut-être que justement, sa façon de vivre son deuil, c'est de faire le fou dans un coin, d'être en train de rigoler comme un fou, alors qu'en fait, il souffre. Et si là, on l'interroge dans son jeu pour dire qu'est-ce que tu penses du fait que ton chien est mort, on le plonge dans quelque chose qu'il avait, lui, il avait trouvé un subterfuge. Par contre, si on lui dit, si tu as envie, à un moment donné, je te mets des crayons puis un papier, si tu as envie de dessiner ce que tu ressens, tu le fais. Pourquoi tu as mis des couleurs rouges, c'est quoi? Vraiment d'une manière très simple. Et ça peut ouvrir le dialogue. Alors on a parlé des enfants. J'aimerais revenir avec vous sur le deuil de l'animal chez les adolescents. Il semblerait qu'il y ait un vécu particulier. Alors c'est une période très singulière. Et si on imagine, comme c'est le cas dans beaucoup de familles, que l'animal de compagnie était là depuis le départ, depuis la petite enfance, voire peut-être même avant que l'enfant naisse, c'est quand même le compagnon de vie qui a toujours été là, ou qui a en tout cas été là dans les années clés de l'adolescence. À l'adolescence, même dans des familles unies, il y a quand même des périodes où c'est difficile pour l'adolescent. Il vit peut-être des moqueries de la part des copains, il y a une situation de crise, soit permanente, soit intermittente avec les parents, il y a des jugements vestimentaires. L'animal, il ne juge pas. Donc c'est vraiment le compagnon qui est parfois presque le seul qui me comprend pour l'adolescent. C'est-à-dire que je peux lui confier tous mes soucis. Quand je pleure dans son pelage, il vient me lécher le visage. Je rentre dans n'importe quel état, il m'accueille chaque fois. On parlait aussi de la valorisation avant, qui est vraie pour tout propriétaire d'animal, mais qui est d'autant plus importante à cet âge-là. Donc la perte de l'animal peut être gravissime. Et aussi toutes ces familles recomposées, où il y a déjà eu un divorce ou un deuil. Et puis que l'animal est, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est aussi le témoin, le seul témoin qui reste du temps béni où tout allait bien, où papa, maman étaient ensemble, où on avait cette belle vie de famille. Maintenant, il ne reste plus que l'animal. Mais lui, il était là quand il y avait ce beau temps-là. Donc si lui n'est plus là, il n'y a même plus ce témoin-là. Vous voyez l'importance que ça, c'est vraiment dur. Et c'est chez les adolescents qu'on a aussi le plus facilement un déni très très fort. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir la souffrance de l'animal. Parce que s'ils arrivent à la voir, c'est tellement grave. Parce que ça veut dire, je veux dire, s'ils arrivent à voir que l'animal est en grosse souffrance, s'ils arrivent à admettre ça, à ouvrir les yeux là-dessus, ça veut dire que l'animal va être euthanasié ou va mourir. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas vivable. Moi, je vais pas y survivre. Donc, je ne le vois pas. Non, il va encore bien. En plus, ils sont souvent pas toujours là. Ils font peut-être des apprentissages ailleurs, des études ailleurs, et puis c'est papa ou maman qui s'occupe de l'animal, qui voit la souffrance de l'animal au quotidien, et puis qui le transmet à l'ado quand il arrive à la maison, sauf que le jour où il arrive, cet animal qui toute la semaine s'est traîné, n'a presque plus bougé, il fait un effort surhumain parce que c'est son petit patron adoré qui rentre et puis fait la fête, donc il va très bien. Vous racontez des histoires, c'est parce que vous êtes jaloux de cette complicité qu'il y a entre moi et puis cet animal. Vous voulez vous en débarrasser, c'est juste parce que c'est vous qui devez ramasser ses cacas et puis que c'est trop dur pour vous. C'est un complot, c'est une machination. Puis le vétérinaire, il dit encore la même chose. Mais vous êtes tous de mèche. Tout ça qui peut être remué chez certains adolescents. Tout à l'heure, vous nous parliez des émotions et j'aimerais poursuivre en parlant en particulier d'un sentiment qui est celui de la culpabilité. Alors, je pense qu'elle est présente basiquement parce que ça fait partie de chaque parcours de deuil, mais c'est amplifié par le fait que justement c'est mal vu, c'est pas accepté, on peut difficilement en parler. Vous voulez parler à qui de ce qui vous arrive si vous n'avez pas déjà un réseau sûr et dans lequel vous pouvez avoir confiance avant que ça vous arrive. Donc si vous allez au travail et puis que tout le monde se moque de vous,
ou s'il ne se moque pas, mais en tout cas, il vous traite de haut, vous n'osez pas en parler, ben vous allez taire des émotions qui sont importantes, puis les émotions qui sont tues, ben elles s'incrustent et elles ressortent beaucoup plus tard, ou bien elles restent tout le temps sous-jacentes. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de traverser que si on pouvait les accueillir et les vivre. Et puis peut-être la culpabilité peut être encore augmentée par le fait qu'on est vraiment, en général, complètement et entièrement responsable de cet animal. Sans nous, beaucoup d'animaux de compagnie ne pourraient presque pas survivre. Ils ne sont pas tous adaptés à une vie sauvage. Donc c'est vraiment sur nos épaules que pose tout ça. Alors on peut en arriver à la conviction que si l'animal est mort, c'est parce que je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Il y a beaucoup de culpabilisation par rapport à ça. J'aurais dû être là, j'aurais dû lui faire ses soins, ou je n'aurais justement pas dû les lui faire, j'aurais dû le nourrir autrement, si seulement, si et ça. Donc oui, ça fait partie de chaque parcours de deuil, mais c'est encore amplifié par ce fait qu'on est la référence, le soutien presque total pour cet animal-là. Et d'ailleurs, la culpabilité, elle peut aussi être ressentie lors de la disparition de l'animal, par exemple, parce qu'on n'a pas été attentif, parce qu'on l'a emmené là où il fallait pas. Comment est-ce que le deuil peut s'engager alors qu'on ne sait pas où est l'animal et qu'il a disparu? Extrêmement difficile de faire un deuil pour un animal qui a disparu, parce qu'il y a tous ces questionnements, on ne sait pas où il a fini. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est parti déjà de son propre gré, ou bien est-ce qu'il a été attiré par quelqu'un, ou en tout cas embarqué par quelqu'un, parce que c'est un animal qui suit tout le monde? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est enfermé quelque part? Et on a ce carrousel de questions qui tourne sans arrêt dans la tête. Et tout à coup, on entend quelqu'un qui dit « Ah, mais je crois que je l'ai vu », et puis il y a ces faux espoirs, et puis on retombe dans le trou parce que non, c'était pas celui-là. On commence à avoir des hallucinations, entendre miauler dans le coin, on se dit « Ah, mais on voit une ombre qui passe, on pense que c'est lui », puis chaque fois, il y a le cœur qui s'emballe dans un espoir qui est de nouveau déçu, et on ne sait pas non plus à quel moment il faudrait commencer le processus de deuil. Parce qu'est-ce que tout à coup il revient après une année? Et si je l'ai remplacé, enfin si j'ai pris un autre animal, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Enfin, il y a tous ces questionnements-là. Je pense que ça pourrait être une piste aussi quand on perd un animal, de se dire, ben voilà, on décide d'une date à partir de laquelle on considère qu'il est mort. Parce que comme ça, on peut entrer dans le processus de deuil. Sinon, on va rester tout le temps dans ce entre-deux, dans ce ballon. Il y a Rosette Poletti qui parle dans son livre sur le deuil du fait qu'il y a une île où il y a régulièrement des pêcheurs qui ne reviennent pas de leur pêche et où ils ont décidé que 1 an exactement après la disparition du bateau en mer, la femme qui restait était déclarée veuve et les enfants étaient des orphelins et ils pouvaient vraiment entamer un deuil. Donc ils faisaient même une cérémonie pour symboliser que le mari ou le fils ou le frère était mort en mer. Oui, effectivement, ça pourrait être un exemple à suivre. Alors j'espère que les personnes qui nous écoutent comprennent au fur et à mesure de notre discussion que le deuil suite au décès d'un animal n'est pas un si petit deuil. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui ne se sentent pas du tout comprises et écoutées par leur entourage. Alors moi, je leur conseillerais avant d'arriver à cette situation, ce que je disais avant, de vraiment se créer un réseautage de personnes sur lesquelles ils peuvent compter. J'avais vu une chose assez intéressante. J'avais participé à une demi-journée à Genève, la protection pour les animaux. Ils font une possibilité, je ne sais pas, 1 ou 2 fois par année, où les personnes qui sont en deuil pour la perte d'un animal peuvent aller passer un après-midi puis parler ensemble. Et puis il y a aussi des petits jeux qui sont organisés, dont un c'est il y a un bonhomme qui est dessiné sur une feuille et puis on a des petites feuilles où c'est écrit dessus je sais pas moi, conjoint, enfants, petits-enfants, ou famille, amis, sorties, vacances, animal ou bien carrément chien, chat, cheval, etc. L'idée c'est que on se dit bon ben moi je suis ce bonhomme et où est-ce que je situe
c'est ces différents points par rapport à moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que le plus important, c'est mon conjoint, je le mets sur mon cœur, et puis mon animal, il est à côté de moi, ou il est au-dessus de moi, il est en dessous de moi? Est-ce que je superpose tout? Enfin, vraiment, chacun avait un temps à disposition pour créer sa façon d'assimiler, d'assembler ces choses. Moi, c'était très intéressant parce qu'il y avait tout qui était sur moi, donc il n'y avait plus de place pour moi. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à travailler. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que vu qu'on est dans un cadre où toutes les personnes qui sont là parce qu'elles ont justement vécu, ou sont en train de vivre un deuil animalier. Donc, on part de l'idée qu'on sait un peu le même public. On a tous de l'amour pour les animaux et on est tous en souffrance par rapport à ça. Donc, on devrait avoir à peu près les mêmes images. Ben, pas du tout. Après, on a eu la possibilité de faire le tour, d'aller voir toutes les choses. C'est totalement différent de l'un à l'autre. Justement, ça peut être jusqu'à je mets tout sur mon cœur. Ah non, la famille, enfin, ça m'intéresse pas, c'est au bord de là-bas. Les chiens tout près, le chat pas du tout, etc. Enfin, toutes les variantes possibles. Ceci déjà dans un cadre de personnes où la base est plus ou moins la même. Donc, imaginez dans le sein d'une famille. Ce serait très intéressant de faire ce genre de choses bien avant, hein, donc au tout début, peut-être quand on prend un animal, de voir, voilà, moi je me dessine comme ça, mon conjoint comme ça, mon ado comme ça, etc. Ah, on n'est pas du tout pareil. Donc, je sais d'avance que le jour où je vais perdre mon animal, forcément, on ne va pas vivre la même chose parce que j'ai une autre relation avec cet animal en particulier, mais aussi simplement parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc, c'est fort probable, mon mari, il a mis le travail en truc primordial. Donc lui, il va peut-être aller bosser jour et nuit pour pas penser à ça, pour évacuer de cette façon-là. Alors que moi, je vais peut-être pleurer jour et nuit. Si je suis préparée à ça, on va éviter ces tensions qu'il peut y aussi avoir dans les couples, voire des scissions, où l'un reproche à l'autre de ne pas être autant affecté par la perte de l'animal. Le gamin qui joue toute la journée, qui fait le sac avec ses copains, ah, c'est incroyable, tu te rends compte comme il a aucun cœur, il ressent rien. Mais non, c'est sa façon de vivre le deuil. Donc si on est conscient de ces différences, ça permet d'une part d'être plus tolérant, plus compréhensif vis-à-vis des autres, et ça permet en même temps, si on fait ça avec plusieurs personnes, de se créer le réseau de ceux qui sont le plus semblables à moi. Parce que c'est à ceux-là que je vais pouvoir aller parler de ce qui se passe. Avec eux, je pourrais ouvertement avoir des larmes. Ils vont me prendre dans les bras, ils vont me dire « Ah bah oui, allez, je te sers une tisane, on en parle. » Alors que si je vais chez celui qui est totalement opposé à comme je fonctionne moi, c'est pas la peine d'aller parce que je vais recevoir des baffes et je vais souffrir énormément. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal de se créer ce réseautage au départ. Si on l'a pas, c'est à ce moment-là qu'il va falloir tâtonner. Ma meilleure amie, est-ce que, question animaux, on est sur la même longueur d'onde? Ah non, mais elle m'a dit l'autre jour que ça, donc elle, je vais peut-être pas aller. Mais peut-être la voisine du dessous qui l'autre jour avait des larmes aux yeux parce que son chat avait disparu. Elle, peut-être, elle va pouvoir m'entendre. C'est aussi une possibilité de sortir d'un isolement personnel, de créer des liens, des ponts avec d'autres êtres humains. Après, si c'est des souffrances vraiment énormes, dans le sens qu'on ne dort plus jour et nuit, on ne mange plus, on sort plus, on est dans une dépression profonde, là, il s'agit d'aller voir un professionnel qui va vous aider, en plus du petit réseautage. Parce que ça va être trop pour la voisine, la copine et puis la sœur. Ils ne vont pas pouvoir faire face, ils n'ont pas les outils professionnels. Et là, de nouveau, l'idéal, c'est de connaître, d'avoir un réseau de professionnels qui ont une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et ça non plus, ce n'est pas évident. Je l'avais dit tout au début, il y a certains psychiatres ou psychologues qui ne vont pas être prêts à accueillir quelqu'un dans son deuil pour l'animal. Ils vont aller chercher autre chose. Et peut-être qu'ils n'ont pas toujours tort. Il y a peut-être effectivement des souffrances antécédentes qui sont là. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui est présent, c'est ce deuil pour cet animal, qu'il faut d'abord prendre soin de ça. Et puis si en prenant soin, le professionnel, le coach, le thérapeute, il découvre qu'il y a des failles quelque part, qu'il y a des choses à travailler, il va le faire dans le courant du mouvement. Mais c'est important que ce soit des gens qui soient dans cette ouverture d'esprit. Et c'est pas facile à trouver, hein, ça c'est vrai. Nous, on avait dans notre cabinet une personne, on a vécu 2 ou 3
euthanasie de chiens qui appartenaient à cette personne. Il fallait vraiment essayer d'avoir cette personne toute seule, mais des fois il y a quand même des gens en salle d'attente. Lui, vraiment, il hurlait, il se roulait par terre, il hurlait, c'était horrible. Puis on pourrait être là, mais enfin, il est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est exagéré, je ne sais pas quoi, il ne sait pas se tenir, il ne sait pas se retenir. Et une fois, on a quand même su, la dernière fois qu'on a été confronté à cette situation, il a son papa qui s'est suicidé. Et il était présent, enfin, il l'a trouvé, il avait 10 ans. Donc pour lui, ce qui n'est pas acceptable, c'est la mort. C'est pas juste, je ne supporte pas que mon animal soit plus là. Moi, la mort, elle ne doit pas exister. Et quand elle vient, non, c'est pas possible. Et puis je hurle et je crie et puis je me débat parce que c'est pas possible. Mais un vétérinaire, s'il connaît son client et qu'il sait des choses comme ça, il a aussi peut-être une autre façon de l'accompagner le jour où il y a cette euthanasie qui doit se faire. Justement, peut-être vider les salles pour que l'autre puisse éclater dans tout ce qui doit sortir. Donc, de décider à partir de quel moment c'est pathologique ou pas, des fois c'est un peu prétentieux aussi de la part du psychologue. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous partagez depuis le début de cette discussion. C'est vraiment passionnant et j'espère que les auditrices et les auditeurs se souviendront du jeu que vous nous avez expliqué tout à l'heure parce qu'il peut être effectivement très utile. Alors maintenant, j'aimerais aborder un sujet important, une fois de plus, qui est celui de l'animal de remplacement. Est-ce que je dois remplacer mon animal décédé? Quand? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là. La première chose, et ça c'est pour moi la chose la plus importante, c'est que quand même chacun doit le vivre comme c'est juste pour lui. Il y a des personnes qui n'ont de toute leur vie jamais vécu sans animaux. Et pour eux, de rester 1 heure sans animal, c'est juste pas possible. Ils ne peuvent pas survivre à ça. Donc ils vont courir tout de suite en reprendre un autre. Ce qu'ils font des fois qui est probablement plus intelligent et puis fait passer les choses plus en douceur, c'est qu'ils reprennent déjà un 2e ou un 3e animal pour faire le passage. J'ai un vieux chien, j'en prends un jeune, ça lui tient compagnie, ça le rajeunit un peu, ça permet que l'ancien éduque le jeune, et puis quand l'ancien meurt, eh bien, j'ai toujours un compagnon. Alors ça aussi, c'est à double tranchant, parce que certains chiens âgés, ils vont ressentir ça comme s'ils avaient déjà été remplacés par le jeune. Ils disent, bah, ça y est, il n'y a plus de place pour moi, et se laisser mourir. Donc là, il faut aussi connaître la personnalité de l'animal. C'est hyper important de savoir à qui on impose quoi. Et ça, je pense que ce sera aussi une thématique sur laquelle il faut qu'on revienne. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vraiment faire toute leur traversée de deuil pour arriver au jour où vraiment ils sont prêts à accueillir un nouveau sans avoir tout le fardeau encore sur eux. Parce que ça peut être très lourd, non seulement pour les personnes, mais surtout pour le nouvel animal. S'il arrive dans un endroit où on sent qu'il y a encore la présence de l'autre, les murs sont remplis, tapissés de photos de l'autre. Chaque fois qu'à longueur de journée, il y a des soupirs et puis des « Ah, mais comme il était bien, mais il était parfait », parce qu'en plus de ça, dans les souvenirs, on ne se souvient plus que toute la perfection que l'animal avait, on ne se souvient plus des bêtises qu'il a fait, des nombreuses fois où on était énervé contre lui, où il a fugué, ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'attentes, l'attente que le nouveau soit exactement comme l'autre. Or, même si on reprend la même race, dans le même élevage, le même sexe et qu'on lui donne le même nom, ce que je déconseille, mais je peux y revenir, il sera différent déjà rien que à cause de l'âge. À moins que vous ayez perdu un chiot de 3 mois puis vous le remplacez par un chiot de 3 mois. Mais si vous avez vécu pendant 17 ans avec un chien ou un chat puis que vous en prenez un jeune, eh ben le jeune, il doit apprendre des choses. Donc il va forcément faire des bêtises. Il est plein de vie alors que l'autre était calme, mais l'autre était peut-être pas calme parce que c'était son caractère, il était devenu calme avec l'âge ou à cause de la maladie. Et puis ils n'ont pas le même caractère. Même, on dit telle race elle est plus calme, telle race est plus ci et ça. Il y a des tendances, mais chaque individu est différent. Et puis si vous tombez sur un petit animal qui est complètement différent parce que il a un autre caractère, et puis que vous êtes déçu, qui ressent cette déception,
c'est vraiment grave pour lui, c'est difficile à vivre. Les vétérinaires comportementalistes, ils parlent du syndrome de l'animal de remplacement. Pour certains, ça devient une maladie psychique grave, parce que de toute façon, ils se rendent compte qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de s'adapter, essayer de comprendre ce que ce propriétaire veut quand il leur demande telle et telle chose. Ils doivent déjà apprendre le langage du propriétaire. L'autre, l'animal précédent, il le connaissait depuis des années, puis il l'avait peut-être même développé ensemble. Puis là, lui, tout à coup, c'est quoi? On veut quoi? Point d'interrogation. Alors je vais essayer de faire bien. Puis en essayant de faire bien, il fait peut-être juste ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et il voit que c'était nouveau faux. Alors soit il s'abandonne parce que de toute façon ça ne sert à rien, je n'arriverai jamais. Ou alors il est tout le temps dans cette espèce de compétition, il faut que j'arrive. Et à ce niveau-là, pour l'animal, c'est vraiment grave. Et puis pour la personne, évidemment qu'il y a des étapes qui vont être zappées. Et surtout cette étape essentielle de la transformation finale. Dans l'idéal, la transformation, ce serait d'arriver du à cause de au grâce à. C'est-à-dire à cause de la mort de l'animal, je suis hyper mal. Mais à travers ce que j'ai vécu dans mon parcours de deuil, à travers aussi ce qu'il m'avait donné avant, aujourd'hui, je peux faire telle et telle chose. Je suis d'ailleurs en train de plancher depuis quelques années sur un livre qui devrait être intitulé L'évolution personnelle à travers le deuil animalier, parce que j'ai quand même vu des personnes se transformer complètement et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus profond, qui est à l'écoute des autres, qui aide des autres personnes à travers le deuil qu'ils ont vécu. Donc quelque part, c'est comme s'il y avait eu besoin de cet événement lourd pour qu'ils puissent se transformer. Et à ce moment-là, ça devient un grâce à la mort de mon animal, aujourd'hui j'arrive à faire telle et telle chose. Et là, forcément que si on reprend tout de suite un animal, ça va être plus difficile de faire ça. Et c'est la même recommandation pour les enfants? Quand il y a des enfants, je pense que c'est plus important cette histoire d'animal de remplacement. Si on veut faire quelque chose pour le futur de nos enfants, il n'est pas bon de remplacer un animal tout de suite, surtout si c'est leur animal à eux. Si mon enfant a perdu son lapin, c'est pas juste de courir aller en racheter un, parce que sinon il va se dire que un animal ça se remplace comme une radio cassée, et certains vont aussi faire une peur énorme de se dire mais si moi il m'arrive quelque chose, je vais être remplacé. Ok, merci d'avoir clarifié le sujet. Alors on a parlé du deuil des maîtresses, des maîtres, des propriétaires, on peut les appeler comme on veut. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous un sujet dont on parle quasi jamais, qui est le deuil chez les autres animaux du foyer. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est un sujet de taille, à plusieurs points de vue. Par exemple, dans la mesure du possible, il serait bon que l'animal qui reste, si dans une famille il y a plusieurs animaux, il puisse voir la dépouille de l'animal qui est mort. Il n'y a pas forcément besoin d'assister à l'euthanasie parce que ça pourrait l'inquiéter, parce que tout à coup il voit cette personne qui injecte un produit puis que l'autre tomberait mort, ça peut être plutôt angoissant, mais qu'après il puisse aller renifler l'animal et prendre acte qu'il a changé. Apparemment, l'odeur après la mort, elle est différente. Et ça peut leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Si on n'a pas cette possibilité, ce qui est souvent le cas, parce que peut-être on va amener l'animal pour l'euthanasie dans un cabinet vétérinaire, il meurt là-bas, ce serait l'idéal de lui couper une touffe de poils et puis la faire renifler à l'autre animal. Parce que comme ça, il arrive à comprendre ce qui s'est passé. Sinon, moi ce que je vois beaucoup, c'est de nouveau dans cette incompréhension, des animaux qui sont soit angoissés, soit perdus, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Tout à coup, il n'est plus revenu. Mais il est où? Il a disparu où? Et puis pourquoi les gens sont bizarres? Pourquoi ils pleurent? Ou bien justement pas? Ils osent pas, ils font semblant que tout va bien. Ça doit être très très grave. Mais et si moi ça m'arrivait? Ils ne savent pas ce que c'est. Mais tout à coup, si je passe cette porte, peut-être que je suis aussi dans ce truc bizarre. Alors c'est ça. Ensuite, certains animaux, s'ils sont très liés les uns aux autres, ils vont aussi avoir une perception avant. Ils vont remarquer, surtout si c'est une maladie qui dure un certain temps, ils vont se rendre compte
que leur compagnon ne va plus bien, ils vont tout à coup en prendre soin, lui apporter ses jouets ou des choses comme ça, l'entourer, le lécher, vraiment prendre soin comme s'ils sentaient que ça se préparait. D'autres, au contraire, vont se dire ah ah, ah ah, il va plus très bien. Je vais ressortir toutes ces anciennes rancunes que j'avais gardées au frais et vraiment profiter et puis les embêter, hein, ça existe aussi. En gros, si on simplifie, est-ce qu'ils s'aimaient ou pas? Puis des fois, on est surpris, hein, parce que j'ai des personnes qui me disent ah mon Dieu, mais ça va être dur pour lui parce qu'il n'y a plus son compagnon. Puis en fait, waouh, enfin. Peut-être qu'il s'est tout le temps soumis et puis qu'on ne s'est pas rendu compte que l'autre le dominait parce qu'il ne l'a pas fait en roulant les mécaniques, mais c'était juste comme ça un système entre les deux. Ben, j'ai meilleur temps d'être dans mon petit coin, de ne pas faire de vagues, parce que comme ça, l'autre, il est sympa avec moi. Alors que si je montre ce que je veux, ben ça va pas. Ma fille avait 2 lapins. Il y en a un qui a dû être tué par un renard, on ne sait pas. Enfin, on l'a trouvé dépécé dans le jardin. Et l'autre, depuis ce jour-là, était totalement différent dans le sens qu'il nous sautait dans les bras, est devenu affectueux. Et ma fille qui avait 10 ans à ce jour-là, elle me dit, tu crois que Payane a dû mourir pour que Noisette puisse être heureuse? Ça existe aussi. C'est-à-dire que si moi j'ai un animal, puis que j'en prends un deuxième parce que j'ai besoin d'avoir 2 animaux, eh ben, c'est moi qui ai besoin, puis j'en prends un deuxième, puis je vais essayer de faire tout pour qu'ils puissent cohabiter à peu près. Mais maintenant, si je le prends parce que justement, je me dis, voilà, il est en deuil, il souffre tellement parce qu'il y a son meilleur compagnon qui est mort, je vais lui en ramener un autre, je lui impose un animal qu'il n'a pas choisi. En plus, lui, il a perdu un ami, on lui rapporte un animal. C'est pas l'ami, il n'a pas créé ces liens-là. Et puis, on va leur dire, ben voilà, aimez-vous. Je dis toujours aux gens, c'est comme si vous rencontrez un jeune homme parfait dans la rue. Il est intelligent, riche, je sais pas tout quoi, il a une conversation fantastique, il est beau et tout. Vous dites, ah ben ce serait le gendre parfait, je le ramène à la maison, puis je dis à ma fille, ben voilà, aimez-vous. On ne peut pas commander l'amour. Donc, vu qu'on n'a pas pu le commander pour la cohabitation du vivant de ces animaux, ben, quand il y en a un qui meurt, ben, la réaction de celui qui survit va dépendre de la relation, du degré d'amitié et de complicité qu'ils avaient avant. Ben oui, ça paraît tellement évident et logique. C'est comme les êtres humains, ça matche pas. Il y a de la complicité, il y a de la rivalité. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est que ça nous permet d'explorer le deuil à la fois du point de vue de l'être humain, mais aussi de l'animal. Et on en discutait un petit peu en off. J'ai été formée à la communication animale par Leila Del Monte. Ça permet d'obtenir des informations très précieuses sur l'état de santé, sur les difficultés ou les émotions rencontrées par les animaux. On peut aussi leur communiquer certaines choses. Comment est-ce que vous utilisez ça et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, les personnes qui ont cette formation d'interprète animalier ou formation en communication intuitive, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont appris à faire de la télépathie avec les animaux. Je pense que c'est déjà une des façons dont les animaux communiquent entre eux. C'est une façon de communiquer qui était très répandue, qui était peut-être même la seule au début de l'humanité. Il y a encore aujourd'hui des populations entières, souvent dites primitives par les gens, les occidentaux, qui communiquent beaucoup par ça. Les enfants, ils savent faire ça, pratiquement c'est inné chez les enfants, et ils vont souvent venir raconter, oui, le chien m'a dit, le chat a telle et telle chose. Malheureusement, on est tellement formaté rationnellement, cartésiennement, que la plupart du temps, les enfants vont être mal accueillis. C'est-à-dire, au pire, on va peut-être en rire, en sourire, et puis dire « Ah, il a de ses fantaisies », ou alors carrément lui dire « Arrête de mentir ». Ça n'existe pas, qu'est-ce que tu racontes? Il y a de nouveau de ces histoires. Et du coup, petit à petit, on casse ça et on n'a plus accès à cette communication. Aujourd'hui, heureusement, il y a plein de personnes
qui se forment à cette communication particulière, qui leur permet vraiment de capter des messages des animaux. Je collabore très souvent avec des personnes qui font de la communication animalière pour plusieurs raisons. Une, c'est que par exemple, je reçois des patients en ostéopathie parce que les propriétaires ont fait appel à quelqu'un qui leur a dit « Écoutez, moi ce que je ressens », donc ils le ressentent carrément dans leur propre corps, cet animal a mal à telle place. Et 9,5 fois sur 10, c'est exactement à cette place-là que l'animal a mal. J'ai eu ça, par exemple, un chien qui voulait plus manger ses croquettes, qui voulait plus que des pâtés. La propriétaire s'est inquiétée, ne savait pas si c'était une mauvaise habitude, une manie, si elle l'avait trop gâté ou si elle avait une douleur. Et au lieu de faire directement, d'aller chez le vétérinaire et puis peut-être qu'on lui dise « Écoutez, ma petite dame », ou qu'on donne des médicaments, je ne sais pas quoi, elle a choisi la voie de l'interprète animalier. L'autre côté, qui pour moi est presque plus important, c'est de donner des infos à l'animal. Lui dire, écoute, on va déménager et ce sera comme ci, comme ça. On va partir en vacances, tu seras à telle place, est-ce que c'est OK pour toi? Là, on peut aussi avoir la réponse, non, j'aimerais mieux si et ça. C'est important pour ce qu'on parlait avant, quand on amène un nouvel animal dans une maison. Est-ce que tu as envie d'avoir un nouveau compagnon? Non, c'est mon ami qui est mort, je ne veux pas de nouveau compagnon. Oui, mais j'aimerais quand même que ce soit si ça. Et puis, quand il s'agit de fin de vie, j'ai un exemple justement où j'ai reçu un grand chien qui pouvait difficilement marcher. La première fois, ils ont dû venir en voiture jusque derrière et plus ou moins presque la traîner, porter, enfin l'aider, la soutenir pour venir jusqu'ici. J'ai eu de la chance, elle a vraiment bien réagi à l'ostéopathie, ce qui fait que déjà la fois d'après, ils ont pu se parquer là, vers la rivière et le chien a pu, par des petits pas, venir tout seul jusqu'ici. Ça s'est amélioré pendant quelques mois, ça a été bien. Un jour, il me téléphone, il me dit « Écoutez, c'est la catastrophe. Il ne peut plus se lever, du tout, du tout, du tout. » Et nous, on n'a pas la force, ces deux personnes âgées, on ne peut pas la soulever pour la porter dehors, pour qu'il fasse ses besoins. Donc, en principe, il faut qu'on décide l'euthanasie. Le problème, c'est que le devant du chien, parce que c'était l'arrière-train qui n'allait plus, il est tout content, guilleret, il fait aller la queue, il nous fait la fête. Donc, on se dit qu'il n'est pas prêt à mourir. On fait quoi? Alors, on a longuement discuté, on a pris toutes les raisons, qualité de vie, les choses raisonnables, où il était clair et net qu'il n'y avait pas de choix. Il fallait vraiment se décider pour l'euthanasie. Mais, je leur ai dit, peut-être que ça pourrait vous aider votre chien, que avant vous fassiez appel à quelqu'un qui fait de la communication. Je leur ai dit aussi, me promettez-moi une chose, si la communicatrice n'est pas atteignable, joignable, si elle ne peut pas faire cette communication, on ne va pas se dire qu'on attend jusqu'à ce qu'elle soit atteignable pour se décider. La décision, on doit quand même la prendre. À ce moment-là, tant pis, on fait comme d'habitude, il n'y a pas la réponse. Ils ont eu la chance que la personne soit atteignable. Et le chien, il a dit la chose suivante. Il a dit non, j'ai absolument pas envie de mourir, je suis absolument pas prêt. Moi, je vais bien, mais je comprends que mon arrière-train, ça va plus. C'est pas possible. Et je comprends que c'est la seule solution qui s'impose. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit demain. J'aimerais pouvoir encore rester avec ma famille, prendre congé, qu'on ait encore un dernier moment vraiment bien ensemble. Le fils de la famille, il a pu rentrer. Le soir, ils ont été tous ensemble. Ils lui ont donné le dernier petit truc qu'il aimait bien, qui n'était pas bon pour sa santé. Il y a eu des câlins, des photos, des trucs. Ils ont vraiment pris congé. Le lendemain, le chien, ils ont dû le porter au cabinet. Le fils a pu aider à le mettre dans la voiture. Il a tendu sa patte parce qu'il savait ce qui se passait. Il était prévenu. Donc il y a aussi, par exemple, avant une intervention chirurgicale, une hospitalisation, de prévenir l'animal, de lui passer pratiquement le diaporama de comment ça va se passer. On va te mettre sur une table, on va tenir ta patte, il y aura un garrot, on va injecter un produit, tu auras tel et tel effet, etc. Toute la panoplie. Du moment qu'il a visualisé le film, au début, c'était peut-être pas encore tout à fait clair, mais au moment où il arrive dans le cabinet, puis que ça se passe exactement comme ça, ou bien je dirais par exemple pour une euthanasie à domicile, du moment que le vétérinaire rentre dans l'appartement, c'est comme on m'a dit, c'est bon. Puisqu'on disait que
à la base, l'animal, il n'a pas un problème avec la mort. Par contre, il peut avoir un problème avec l'incompréhension de ce qui se passe, pourquoi comme ça, pourquoi maintenant, qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle me fait, et se sentir en danger, alors que fondamentalement, il donnerait peut-être son accord. Alors notre discussion touche bientôt à sa fin, mais avant j'ai une dernière question concernant les vétérinaires. J'aimerais savoir comment eux vivent la mort des animaux dont ils ont la charge, qu'ils suivent, et puis comment est-ce qu'ils sont formés à la fois pour vivre ces expériences-là et puis accompagner les propriétaires dans leur deuil, les animaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Parce que je trouve que c'est important de ne pas les oublier. C'est pas simple, il y a quand même un commandement qui dit tu ne tueras point. En règle générale, on n'a absolument pas été formé pour ça. C'est pas quelque chose qui est dans un cursus d'université, c'est même pire que ça. Alors, mes études remontent quand même à quelques années en arrière. À l'époque, on savait à la limite même pas, ou on se rendait pas compte que derrière l'animal, tout au fond, il y avait, derrière la laisse du chien, il y avait un propriétaire, et puis de l'autre côté de la caisse de transport du chat, il y avait un propriétaire. Parce qu'à l'université, on se pose pas la question si derrière, il y a quelqu'un qui se fait du souci, qui se pose des questions, qui est désespéré, qui a peut-être déjà vécu des autres situations du même genre, s'il a les moyens de payer, tout ça, ça n'est pas abordé pendant les études. Donc c'est après, vraiment en auto-formation ou en étant plongé dans le bain, où tout à coup on est face à des vrais êtres humains qui sont là avec leur animal. Oui, on prend soin de l'animal, mais il faut aussi prendre soin du propriétaire derrière. Et là, il se rajoute une chose, c'est que certains vétérinaires ont peut-être fait leur métier parce qu'ils avaient un super bon contact avec les animaux, j'adore les animaux, mais beaucoup plus que les personnes. S'ils n'ont pas un bon contact avec les personnes, comment vont-ils pouvoir communiquer des choses, mais même pas seulement des choses de la mort, mais tout, avec le propriétaire? Ensuite, il y a des croyances aussi. Un vétérinaire doit être professionnel. En médecine, c'est un peu pareil. Donc, par exemple, quand il y a l'animal quand on fait l'euthanasie ou que l'animal est mort, si le propriétaire se met à pleurer, il se doit que le vétérinaire ne montre aucune émotion, parce que sinon, il n'est pas professionnel. J'ai entendu ça plusieurs fois, parce que moi, j'ai donner des formations pendant un moment, 2 ou 3 ans, pour les étudiants en médecine vétérinaire en dernière année, et puis surtout pour les assistantes en médecine vétérinaire. Là, c'était en première année, de apprendre comment aider le client et comment se préserver elle-même. Et à chaque fois, en tout cas chez ces jeunes, venait la question comment on peut faire pour ne pas pleurer. Puis moi, je leur disais, mais qui c'est qui vous a interdit de pleurer? Alors, dans certains cabinets, c'était leur patronne. Je dis patronne parce que c'était souvent même des femmes qui leur disaient, c'est pas permis. Moi, je leur disais, mais c'est certainement pas le propriétaire qui interdit ça. Parce que moi, les plaintes que j'ai reçues ou des tristesses que j'ai reçues de personnes qui venaient me voir parce qu'ils étaient en deuil pour un animal, c'était le contraire. Enfin, chez ce vétérinaire-là, ils n'ont aucune sensibilité, ils nous traitent comme ça, l'animal c'est juste pour leur apporter quelque chose, ils ne montrent rien du tout. Si un vétérinaire qui a une larme à l'œil, ça va les toucher, ils ne vont pas se dire qu'il n'est pas professionnel. Et l'autre raison, c'est que c'est pas facile d'avoir des émotions et puis de vivre avec. Donc, surtout ça, c'était peut-être plus encore à l'époque où il y avait beaucoup d'hommes. Un garçon ne pleure pas, on ne montre pas ses émotions. S'il y en a une qui vient, comment faire pour ne pas être complètement submergé? Alors c'est vrai, bien sûr, un vétérinaire qui se mettrait à se rouler par terre et à sangloter, s'arracher les cheveux parce qu'il y a un animal qui est mort, là, ce serait plus professionnel. Il y a une différence. La larme à l'œil, ou peut-être même s'il y a un enfant qui se met à sangloter, d'avoir un sanglot qui monte, c'est juste humain, c'est normal. Mais il y en a beaucoup qui se blindent, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, mais ils se blindent pour se protéger parce qu'ils ont peur de se laisser submerger. Donc c'est aussi tout un apprentissage qu'il faudrait faire dans des stages d'évolution personnelle, puisque ce n'est pas enseigné avant, pour apprendre à faire la différence entre l'empathie et la sympathie, comment communiquer, se connaître soi-même pour pouvoir faire du travail sur soi, pour ensuite être là pour les autres.
c'est un parcours de vie. Si on imagine qu'on se lance directement dans une carrière vétérinaire et puis que c'est jour et nuit, il faut être au taquet, il n'y a peut-être pas de place et de temps pour faire ces formations-là. Et c'est vraiment tous les jours. Parce que si ce n'est pas une euthanasie, ça peut être un propriétaire qui téléphone pour annoncer que son animal est décédé. Ça peut être un décès sur la table d'opération ou dans la clinique pendant la nuit. On peut arriver le matin et puis trouver un animal décédé. Et en plus de ça, quand ce n'est pas la mort directe, c'est annoncer une maladie grave, donc la future mort. Mais la thématique de la mort, elle est vraiment au quotidien et plusieurs fois répétitif. Eh bien, c'est sur ces mots que se termine ce podcast. Merci beaucoup, Dr von Allmen, pour ce moment très riche passé ensemble. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.